Je l'ai appris récemment, c'est un vrai chiffre. Ouais. Nous avons le nombre de juges par habitant de l'Azerbaïdjan. Je pense que rien que cette statistique vous donne une idée de où est l'état de droit en France. Il y a une formule que les poissonniers, comme je suis d'origine bretonne, je la connais bien, emploient beaucoup, qui est de dire le poisson pourrit toujours par la tête. Et quand vous regardez que la tête est à ce point pourrie, mais pourquoi vous voudriez être choqué? Quand on regarde toutes les anciennes colonies françaises, on voit que ce sont des républiques bananières. Ça a peut-être à voir avec le colonisateur et pas seulement avec le colonisé. Donc, ils sont mis à plusieurs sur un homme désarmé, alors qu'eux étaient armés, en le prenant par surprise. Déjà, et en plus par derrière, des fois qu'il n'y ait pas trop de risques. Vous comprenez parfois, on dit souvent les heures les plus sombres de notre histoire, vous comprenez que certains mecs de la police française n'ont pas eu besoin de se forcer à certaines époques. Alors, il y en a beaucoup de très bien, mais il y en a quelques-uns de franchement limite. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu comme sanction? Dans un état normal, le type aurait été viré. Mais là est-ce que la Macronie est en roue libre? Bonjour à tous, nouveau format pour Putsch Live. Merci en tout cas de nous suivre. Vous êtes près de 127 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on s'est dit on va faire un nouveau format. On va faire ça en studio puisque vous étiez nombreux à nous le demander. Et nous voilà. Et pour ce premier numéro de Putsch Live, je reçois ce cher maître Philippe Préjean. Philippe Préjean, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Je suis en pleine forme, très heureux de faire ce premier numéro avec vous. Vous inaugurez un format. Merci beaucoup, je suis très sensible. Avec plaisir. En tout cas, partagez, vous le savez, vraiment partagez cette émission. Abonnez-vous. Faites les notifications aussi de manière à recevoir les directs. Ça, c'est très important parce que certains d'entre vous ont été désabonnés à leur insu. Et n'hésitez pas en tout cas à continuer à nous suivre. Allez sur putsch.media. N'hésitez pas aussi à nous faire des dons. Vous savez, c'est vous qui nous permettez de continuer à produire ce genre d'émission ici. Donc, on essaie d'évoluer comme on peut avec les moyens du bord et c'est surtout grâce à vous. Trêve de plaisanterie, Philippe Préjean. Je voulais vous inviter aujourd'hui, vous êtes là et merci d'avoir honoré cette invitation pour parler de plusieurs choses, déni de démocratie, la perte des libertés individuelles et collectives, des lois antiterroristes qui sont travesties pour empêcher les manifestants d'exercer aujourd'hui, des drones, aujourd'hui l'activation, on l'a vu, des téléphones et des ordinateurs à distance, mais je voudrais qu'on commence quand même sur cette histoire du fonds Marianne. Alors, on est là, c'est absolument dingue. On a eu les auditions de Marlène Schiappa, maintenant de Mohamed Sifawi. On voit que le dossier est un peu compliqué. Vous, quelle est votre analyse à ce stade de l'enquête et du développement de cette histoire? Petite partie de la partie émergée de l'iceberg. Le fonds Schiappa, parce qu'il ne faut plus l'appeler fonds Schiappa plutôt que fonds Marianne, c'est environ 2,4 millions d'euros. À l'échelle de la Macronie, c'est plutôt de la petite bière. La Macronie, ça commence il y a près de 10 ans, avec très vraisemblablement, alors présomption d'innocence, blabla, tout ça, je dois respecter les précautions d'usage, donc je les respecte, mais pacte de corruption Alstom. Et là, Alstom, on est en train de parler de milliards d'euros. Et on est en train de parler de rétrocommission et de versements directs et indirects qui vont au moins en dizaines de millions d'euros. Ça, c'est la Macronie quand ça commence. Vous regardez l'affaire Alexis Kohler, qui est très lié à l'un des plus gros armateurs en France et au monde. Le métier des armateurs n'est pas forcément connu, mais en fait, surtout à notre époque de mondialisation, il y a énormément de transports maritimes. Ça représente des sommes absolument gigantesques. Toute cette activité-là, de la part de Alexis Kohler, manifestement donnait lieu à d'énormes conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas statuer dans des fonctions publiques alors que vos proches, dans lesquels vous êtes parfois liés financièrement, eux-mêmes sont concernés par la régulation de votre activité. On pourrait prendre un bon nombre d'exemples d'autres ministres qui se sont retrouvés dans des situations délicates. Les 2,4 millions par rapport à Alstom ou par rapport à ce qu'a fait Alexis Kohler ou au financement de la campagne présidentielle qui aurait quand même dû être annulée. Normalement, la campagne présidentielle aurait dû être annulée. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron auraient dû être annulés. Oui, parce que pour vous, il y a une opacité là-dessus sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a même plus qu'une opacité. En 2017, oui, il y a eu des aveux. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, nous avons obtenu des remises. Vous n'avez pas le droit d'obtenir des remises. Moi, si je dis à quelqu'un, mon taux horaire s'étend, je vous fais une remise des 3/4, je suis en train de lui faire cadeau des 3/4. J'ai le droit de le faire. Quand c'est pour mon activité personnelle, si j'ai envie de donner des conseils gratuits à quelqu'un, ou partiellement gratuits à quelqu'un en disant je vous aime bien, l'affaire m'intéresse, donc je ne vais pas vous faire payer le vrai prix, je peux tout à fait le faire. Mais c'est un cadeau. Et d'ailleurs, la personne en est tout à fait consciente. Quand je dis à un client, je divise le prix par 4 parce que c'est vous, il se rend très bien compte que je lui fais un cadeau des 3/4 du prix. Pour Macron, manifestement, il y a eu un financement de campagne avec
des réductions de prix qui sont donc des cadeaux. Et si on réintégrait ces réductions de prix, on s'apercevait qu'il explosait le plafond. Donc normalement, ces comptes de campagne auraient dû être invalidés. Par rapport à toute cette corruption qu'on voit de façon générale dans la Macronie, je ne parle même pas des nominations des copains à la tête d'institutions publiques, parce que normalement, ce n'est pas un endroit où recaser les copains. En théorie, quoi, dans le concept, on pourrait imaginer que. Mais si, c'est la politique de formation, de reformation et de recyclage à l'emploi. France Travail, Philippe. Exactement. C'est vrai que je l'ai oublié. C'est France Travail, ça. Ces 2,4 millions ne sont pas si étonnants. Et le pire est que ça se voit dans beaucoup de collectivités locales. Beaucoup de collectivités locales, pas seulement des collectivités locales, attribuent des financements à des associations pour des prestations inexistantes. On a vu un exemple récemment, je le donne parce que ça fait sourire, mais une association à Lyon, je crois, qui faisait de l'écosexualité avec un bonhomme nu qui mangeait des herbes devant des enfants. Non, mais cette personne a été subventionnée, en fait. C'est que quand vous voyez qu'on peut donner quelques dizaines de milliers d'euros pour qu'un bonhomme nu mange des herbes devant des enfants, dans le cadre d'une initiation à l'écosexualité des gosses, 2,4 millions pour le fonds Chiappa, c'est pas si surprenant. Pourquoi je vous raconte tous ces exemples-là? C'est parce que malheureusement, et je suis le premier à le regretter, malheureusement, l'histoire du fonds Chiappa est un scandale qui ne choque pas parce que nous sommes déjà une république bananière. Si nous étions un État à peu près civilisé et honnête, il y aurait d'ailleurs beaucoup plus de réactions. Mais en fait, ce que s'est probablement dit Marlène Schiappa et ce qu'ont sont dit les bénéficiaires de ce fonds, c'est « mais enfin, on fait ça depuis 30 ans, on vole de plus en plus d'argent, ça ne choque absolument personne. Les subventions publiques pour du rien, notamment pour des amis, ça n'a jamais choqué personne. Vous regardez le mode de financement, par exemple, de SOS Racisme, ce sont des gens qui se gavent sur l'argent public pour cracher sur les Français depuis très longtemps. Je veux dire, c'est très sympathique. Attention, ces propos vous engagent, vous savez. Mes propos m'engagent complètement, mais ce sont des gens qui crachent sur les Français, qui reçoivent énormément d'argent. Moi, je suis désolé, je ne paie pas des impôts pour me faire insulter. J'aimerais bien en payer un peu moins, ou alors que ça serve à vraiment quelque chose. Mais malheureusement, l'affaire du fonds Chiappa, qu'est-ce que c'est? C'est 2,4 millions où c'est tombé sur elle. Parce qu'à un moment, on s'y est particulièrement intéressé, mais son comportement, et ça explique d'ailleurs sa réaction et celle de ses collaborateurs, c'est « enfin, on s'est toujours servi dans la caisse, je vois pas pourquoi on gueule ». C'est un peu la situation, désolé, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais du type qui rentre à la maison, sa femme lui dit « mais tu m'as trompé ». Il dit « mais écoute ma chérie, les 74 dernières fois, t'as pas protesté, donc je comprends pas très bien pourquoi cette fois-ci, spécialement avec Charlène, ça t'embête, alors que normalement, je fais ça tous les jours, assez souvent, et que tu protestes pas ». D'une certaine façon, le bonhomme est de bonne foi. Et là, je pense que ce qui s'est passé avec Schiappa, et ça explique sa réaction, c'est « mais enfin, pourquoi on m'embête ?» Elle s'est servie déjà, on l'avait vu, des moyens de l'État pour son livre. C'est un détournement de moyens publics. Personne ne lui a jamais vraiment dit quelque chose à ce moment-là. Et en plus, en ce qui concerne la Macronie, on a bien vu que les procureurs étaient d'une très grande discrétion, on va employer ce mot-là. On a bien vu qu'ils pouvaient faire à peu près n'importe quoi et qu'il n'y avait pas de sanction. Il faut regarder l'histoire de Bruno Le Maire avec sa femme qui était quand même une pseudo-assistante parlementaire. Pour les gens qui ne connaissent pas, Pénélope Fillon travaillait beaucoup plus que l'épouse de Bruno Le Maire. Bon, Bruno est-il inquiété à aucun moment? D'ailleurs, il a une petite affaire, Bruno Le Maire, hein, avec son micro-parti et ses prestations non facturées, mais ils ont regardé... avec cette espèce de... Oui, mais en regardant un tout petit peu et sans trop insister. Visiblement, sa femme était une assistante parlementaire fictive. Où est le problème? Je pense que Marlène s'est dit, mais enfin, tout le monde vole, donc pourquoi pas moi? On vit quand même dans un système qui est tellement corrompu que nous nous retrouvons un peu dans la situation que j'ai pu voir. J'ai la chance de faire un certain nombre d'arbitrages internationaux où on discute avec des avocats ou des représentants de pays étrangers et où parfois on leur dit « enfin là, vous avez demandé de l'argent pour pouvoir nous accorder un marché ou bon, ça vous choquait pas? Ou pour pouvoir faire exécuter un marché ?» Il dit « bah non, on a toujours fait ça. » Et quand vous dites aux fonctionnaires, aux ministres africains ou américains du Sud ou extrême-oriental qu'il n'est pas normal de demander une commission, il vous répond, je l'ai entendu, authentique, non mais vous dites ça c'est votre regard occidental. Et en fait, la France est devenue tellement une république bananière que nous ne sommes plus choqués par ce genre de choses. Vous racontez l'histoire du fonds Chiappa. Bon, visiblement, il y a eu 2,4 millions qui ont été employés de façon illicite. C'est encore plus scandaleux puisqu'en réalité c'était profiter de la mort d'un homme. Je veux dire, c'est une certaine forme d'indignité, Philippe, aussi. Exactement. Parce que c'est quand même la barbarie, l'assassinat tragique, une barbarie, il faut appeler les choses par leur nom.
et où on a vendu finalement de lutter contre l'entrisme, le salafisme, et puis après derrière on se retrouve avec cette histoire-là. Est-ce que c'est un scandale d'État d'ailleurs pour vous, Philippe, ça? Je regrette vraiment beaucoup de vous le dire, mais je pense qu'il y a tellement pire que non, on n'est pas au niveau du scandale d'État. En fait, ce serait un scandale d'État si nous étions autre chose qu'une république bananière, mais là, nous sommes une république bananière. Il y a une formule alors que mon père employait, malheureusement, est de plus en plus vrai. Il disait, quand on regarde toutes les anciennes colonies françaises, on voit que ce sont des républiques bananières. Ça a peut-être à voir avec le colonisateur et pas seulement avec le colonisé. Alors, il disait ça avec de humour, évidemment. Néanmoins, c'est pas tout à fait faux. L'histoire du fonds Chiappa, c'est immoral, évidemment, mais dans cette même veine d'indignité dont vous parliez, vous vous souvenez peut-être de ces deux clowns, je crois qu'ils s'appelaient les deux bonshommes en jaune que Macron avait fait venir, deux youtubeurs pour les gens qui faisaient des galipettes dans la pelouse de l'Élysée. Voilà, je ne me souviens même plus de leur nom. McFly et Carlito. Voilà, les deux, pour moi c'était les deux clowns, je suis désolé. Et Macron a montré, lors d'un hommage à Samuel Paty, la tête des deux clowns. En plus, qui faisaient des grimaces, on est encore plus stupide que d'habitude. Et là, vous vous dites, mais à partir du moment où le président de la République se moque publiquement de la mort d'un homme, en plus qui est mort pour ses idées, qui est mort en fonction, mais pourquoi voudriez-vous que Marlène prenne ça au sérieux? Je pense que quand Marlène a vu que le patron sortait la tête de McFly et Carlito, parce que c'est rigolo, tu vois, il y a un type qui s'est fait décapiter par des islamistes, c'est marrant, c'est l'occasion de faire des grimaces. Pourquoi voudriez-vous que Marlène prenne ça au sérieux? Il y a une formule que les poissonniers, comme je suis d'origine bretonne, je la connais bien, emploient beaucoup, qui est de dire le poisson pourrit toujours par la tête. Mais quand vous regardez que la tête est à ce point pourrie, mais pourquoi vous voudriez être choqué? Je pense que la pauvre Marlène s'est dit, je vois bien que le patron pique dans la caisse et que ça choque personne, et d'ailleurs qu'il n'y a aucune poursuite, et il n'y a aucune poursuite contre ceux qui l'entourent. Je vois qu'on peut se moquer de la mort de Samuel Paty, que c'est un sujet de plaisanterie. Parce que la tête des deux clowns, quand même. Vous imaginez, alors on dit toujours le général de Gaulle, mais même Jacques Chirac, même Sarkozy l'aurait pas fait, en fait. Il se serait dit quand même un peu... Je pense même, je ne le connais pas, c'est bien, mais je pense même que François Hollande n'aurait pas osé mettre des têtes de youtubeurs faisant des grimaces bizarres. Non, il était plutôt scooter et pas au chocolat, exactement. D'ailleurs, je vais enlever la petite bouteille juste là, parce que sinon on va me dire que je fais de la marque sponsorisée. Alors, c'est pas du tout du sponsoring. Exactement. La bouteille, il fait chaud dans le studio. Voilà, on continue là-dessus. Mais... Oui. En l'occurrence, vous citez François Hollande à juste titre. François Hollande était ridicule en dehors de ses heures de travail. Et il allait se balader en scooter, il pouvait demander à son garde du corps de lui apporter des pains au chocolat. Mais pendant ses heures de représentation, il essayait de ressembler à un président de la République. Je ne dis pas que c'était parfait, mais il essayait encore. Macron, c'est une blague. Il se déguise, il met les têtes de McFly et Carlito. On est arrivé à un tel point de bouffonnerie que, fondamentalement, je pense que Marlène ne voit pas ce qu'il y a de choquant. Réellement, on en est arrivé à un tel point, en matière d'argent public, de gaspillage et de donner des subventions à ses copains, que ça ne les choque pas. Si on regarde les subventions que distribuent les maires, par exemple, regarde les subventions données par Anne Hidalgo, on va aller regarder. Moi, je suis sûr qu'on va trouver des soirées orgies dans ce que la mairie de Paris finance. Non, mais... Alors, ne pas Philippe. Là, une fois, propos qui vous engage. Exactement, mais j'assume complètement et je pense qu'on trouverait. Sauf que j'ai une information qui fait que je le sais, mais c'est le cas. On est dans une situation où notre État est tellement corrompu qu'une histoire comme celle-là n'avait probablement pas, aux yeux de Marlène Schiappa, de risque de donner lieu à des sanctions. Et c'est comme ça que vous expliquez aussi cette audition fantasmagorique de Marlène Schiappa il y a quelques jours, incroyable. Et puis Mohamed Sifaoui derrière. Finalement, c'est pas moi, j'en ai rien à faire. Grosso modo, bon, moi je sais pas trop. Finalement, Marlène Schiappa, parce que elle s'en fout tellement, selon vous, que elle peut ne pas répondre aux questions d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que là, on parle quand même d'une commission d'enquête parlementaire. Alors là-dessus, je vais probablement vous surprendre un peu. Surprenez-moi, vous êtes là pour ça, cher Philippe Préjean. Là-dessus, je comprends. En fait, quel est le problème de cette commission d'enquête parlementaire? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elle ait lieu, mais que ça explique pourquoi elle ne répond pas. C'est parce qu'en fait, on pose des questions à Marlène Schiappa et aux autres pour leur demander s'il n'y aurait pas eu un détournement de fonds publics et si les autres n'en auraient pas été receleurs. Il s'agit dans les deux cas d'infraction pénale. Alors, il s'agit d'infraction pénale dont la gravité est relativisée par le fait qu'on vit dans une république bananière où quand vous êtes macroniste, vous n'êtes pas sanctionné, mais c'est quand même une infraction pénale. Et d'ailleurs, dans un pays normal, les gens iraient en prison.
Or, il existe un principe, pas aux États-Unis, mais qui existe en France, à ma connaissance dans tous les droits continentaux, qui est celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Vous ne pouvez pas être obligé de vous accuser vous-même. Or là, qu'est-ce qui se passe? Et son silence, à mon avis, c'est pas seulement l'expression de sa bêtise, ça pourrait être le cas, mais ça ressemble plutôt à un conseil d'avocat. Ça ressemble très fortement à un de mes confrères compétents qui lui aurait dit, bon écoute Marlène, du point de vue pénal, c'est moche, tu vois. c'est vraiment moche, voilà. Donc ouais, je sais que c'est une big bananière, mais enfin le délai de prescription est de 6 ans. Imagine si le pouvoir change de main en 2027, les Français élisent un président qui est pas malhonnête. Enfin bon, tout est possible, tu vois, dans un univers parallèle, c'est possible. Et là, avec un délai de prescription de 6 ans, tu risques de te faire attraper par la patrouille. Voire, on n'est jamais à l'abri d'un procureur honnête et intègre. C'est pas de la lot et tout, vous avez des bons hommes. Alors normalement, on a essayé de faire que ceux qui sont au PNF ne soient pas comme ça, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont intègres. Ça arrive. Enfin, en tout cas, vous n'êtes jamais à l'abri. Donc, on a un problème. Et comme on a un problème, il va falloir que tu la boucles. Parce qu'en fait, la seule chose qui manque dans le dossier pour que ce soit tout ce qu'il faut pour te faire condamner, c'est des aveux. À mon avis, il y a déjà tout le reste. Mais là, si on en ajoute les aveux en plus, Marlène, tu vois, ça va être tendu. Ça va. Moi, je suis très bon, tu vois, je suis très cher, mais ça passera pas la barrière. Ça va pas. Voilà, il faut aussi que ça reste crédible, quoi. Donc, tu vas la fermer. Et tu vas faire ce qu'on dit à chaque fois à nos clients. Je le sais parce que je le fais moi-même, qui est quand on vous pose des questions qui vous gênent, vous dites que vous savez pas. Grande réaction, vous dites que vous ne savez pas. Vaut mieux passer pour un con que pour un pourri. Il y a une formule qui avait été employée, je crois que c'était par le fils Lagardère. Sortez d'ailleurs son avocat, je crois savoir qui c'est, qui lui avait dit ça. Dites que, à propos d'un délit d'initié, qui était manifestement un délit d'initié, dites que vous êtes un incompétent, un imbécile, plutôt qu'un pourri. Et là, l'avocat lui dit, écoute Marlène, si tu dis que tu es une abrutie, enfin il y a tout un ensemble de faisceaux d'indices qui donnent quand même une crédibilité à cette version, donc tu peux le tenter, tu vois. À la limite, Macron, il est hypermnésique, il dit, je me souviens de rien. Bon, ça, Marlène, on a tous l'idée de... C'est une blague et en même temps elle est tellement cruche que est-ce qu'on peut complètement exclure la bêtise? Je pense qu'on s'est tous posé cette question quand on entend parler Marlène Schiappa. Et devant cet élément assez crédible, ça sent l'avocat qui lui dit boucle-la, ne dis rien parce que sinon tu vas te faire condamner. Et en l'occurrence, les autres ont l'air d'avoir réagi de la même manière. On l'a bien vu les auditions de cabinet, mais ils réagissent vraiment... Alors peut-être qu'ils ont des réflexes spontanés, mais je ne pense pas. Ils réagissent vraiment comme des gens qui ont été chaperonnés avant par leur avocat, qui leur a dit « vous dites que vous ne savez pas ». Alors apparemment, il y en avait un qui n'avait pas d'avocat, parce qu'il a dit en commission que les questions qu'on lui posait, les réponses devraient à un moment donné être chapeautées par un avocat. C'est qui avait répondu ça? C'est une des premières auditions qu'il y a eu en commission parlementaire. C'est une des premières, je crois que c'était le directeur de cabinet. Voilà. Et en l'occurrence, il ne pouvait pas répondre parce que sans son avocat, c'était compliqué. Exactement. Lui a dû donner l'argumentaire que son avocat a dû lui répondre. Enfin, il a dû lui recevoir la même chose. Bon, Christian, là encore, tu vois, t'es présumé innocent, mais enfin, je parie quand même sur l'accusation dans un combat à la loyale, donc ferme-la. Et en plus, tu n'es pas obligé de t'auto-incriminer. C'est à chaque fois qu'un bon avocat voit une procédure répressive, c'est une des premières choses à dire. Vous n'êtes pas obligé de vous incriminer. J'aurais peut-être pas donné des conseils de garde à vue aux gens qui nous écoutent, mais si jamais vous vous retrouvez en garde à vue, dites que vous savez rien et que vous avez besoin de réfléchir. Elle ne peut pas se retourner contre vous. Et là, il a visiblement reçu la même explication que les autres, sauf que lui, il a dit en commission à base de « j'ai besoin de mon avocat », ce qui accessoirement démontre qu'il est allé consulter un avocat parce qu'il n'a pas eu l'idée tout seul. Le principe d'auto-incrimination, c'est pas Christian Gravel ou aucun des autres clowns qui est capable d'avoir eu le raisonnement. C'est vraiment un raisonnement de quelqu'un qui fait du pénal et qui est bon dans ce domaine. Tant mieux, même pour se dire on peut ne pas répondre à une commission d'enquête parlementaire parce qu'en fait le droit d'incrimination prime le pouvoir d'enquête d'une commission parlementaire. C'est vrai. Mais c'est technique. C'est pas le genre d'idée que vous avez tout seul. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, il est allé voir un avocat, qui l'a consulté, que le bonhomme lui a dit quoi faire. Bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais si vous allez voir un avocat avant de faire une audition, c'est que vous vous dites ce que j'ai fait, c'est un peu moche, quoi. En vrai, les types sont coupables comme c'est pas possible. Ils se rendent très bien compte que ça pourrait être utilisé contre eux. Donc, ils font la défense du « je n'y connais rien ». Et lui a dû avoir, comme tous les autres, le conseil de dites que vous ne savez rien, essayez toujours de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre, et puis surtout, espérez qu'en 2027, les Français revotent pour la République bananière. Oui. Ce qui est possible, hein. Franchement, c'est pas un pari. Et donc, pour clore ce sujet, passionnant d'ailleurs, comment vous voyez la suite de l'affaire? Il y a eu des perquisitions chez Mohamed Sifawi, chez le préfet aussi, qui a été perquisitionné il y a quelques jours. Comment ça va, selon vous, Philippe, comment ça va finir cette histoire? Est-ce que ça va finir à notre boudin? Ou est-ce qu'on peut, à un moment donné, espérer que justice soit faite et que l'indignité soit condamnée? Si elle est condamnée, si elle est condamnable. Ça dépend des gens. Comme pour un bon nombre des affaires de corruption de la Macronie, d'ailleurs, ça dépend des gens. Ça dépend ce que votent les gens.
C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, les procureurs sont nommés par la Macronie et en fait on n'a pas besoin de leur donner des ordres ou quoi que ce soit, c'est même pas un problème d'indépendance, c'est qu'en fait ils sont d'accord, ils ont envie de se protéger leurs copains. C'est-à-dire le parquet national financier a envie de protéger ses copains. Il y a bon nombre d'avocats généraux, certains procureurs en dehors de Paris qui sont des gens intègres. Le pays tient debout parce qu'il y a énormément de très très bons magistrats, heureusement d'ailleurs, mais malheureusement au poste clé pour poursuivre les politiques, il y a beaucoup de bons hommes qui n'ont absolument pas de sens de l'honneur ou de la dignité. Donc, tant que ceux-là n'ont pas été virés, et c'est une décision et c'est bien normal qui est prise par le pouvoir exécutif, tant que ceux-là n'ont pas été virés, les affaires continueront à être enterrées. Il est possible qu'à un moment, on trouve un lampiste. J'imagine bien un stagiaire, un junior. Franchement, Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Pour pouvoir sanctionner un lampiste quelconque, un junior, ça me paraît assez possible. Le juriste qui a mal vérifié la conformité au ministère, qui est en 2e année, on essaiera de prendre un mec qui n'est pas fait l'ENA, parce que c'est pas sympa de taper sur un copain qui a fait l'ENA. Quand même fait l'ENA, normalement il a le totem d'immunité. Il y a l'esprit de corps quand même. Exactement. Le totem d'immunité, ce serait pas cool de remettre ça en cause. C'est quasiment partie de la fiche de poste. Donc, peut-être qu'il y aura ça, mais très vraisemblablement, il n'y aura pas de sanction. Il n'y aura pas de sanction. Alors, il y a une histoire que je donne tout le temps qui n'est pas crapuleuse, mais qui est révélatrice, qui est celle du député Medji Belgarab. Medji Belgarab avait fracassé le crâne d'un opposant, d'un élu socialiste, à coups de casque. Alors déjà, tel que je le vois, alors moi je suis peut-être probablement trop vieille France de ce point de vue-là, mais quand vous avez 35 ans et que vous tabassez un mec de 60 ans, vous êtes avant tout un pauvre type. Enfin, c'est profondément méprisable, mais en dehors même de cet aspect-là, à quel moment, dans un débat politique, vous vous dites « je vais fracasser le crâne du bonhomme ». Dieu sait que je pense avoir parfois la langue un peu bien pendue, je le reconnais. Il m'arrive parfois d'avoir des propos acerbes, mais il m'est jamais venu à l'idée même de mettre une gifle à quelqu'un. Et on peut avoir une discussion, mais pour en arriver à la violence physique, il faut quand même avoir un degré de sauvagerie très prononcé. Et là, qu'avons-nous vu ? On a vu qu'il n'y a pas eu de sanction. Enfin, dans un pays normal, ce type serait en prison pendant 3 ans. Il a envoyé l'eau. Je ne sais pas si la victime a été envoyée dans le coma, mais apparemment elle a eu des blessures très graves. Il y a des photos qui montraient que le crâne. Oui, elle a été sérieusement blessée. J'avais suivi un peu l'affaire. Un crâne, c'est solide en fait. Pour ouvrir un crâne, c'est pas une pichenette. Faut faut le vouloir. On n'ouvre pas un crâne par inadvertance en fait. C'est pas il y a que tordu le doigt ou je ne sais pas quoi. Vous voyez que ça, qui est quand même un degré de sauvagerie invraisemblable, n'est pas sanctionné. Vous regardez un certain nombre de violences qui ont eu lieu contre les Gilets jaunes. Un exemple, alors je suis désolé parce que je cite toujours le même, mais c'était je crois un pompier qui marchait de dos dans une rue, je crois que c'était à Bordeaux. Qui quittait une manif ou du moins qui ne représentait pas de menace. Il était tout seul, ils se sont mis à plusieurs. Alors déjà, vous mettez à plusieurs contre un, là encore, je vais parler comme un vieux con, mais il y a le droit et il y a l'honneur. Moi, j'aurais viré le policier rien que pour atteinte à l'honorabilité, mais enfin, c'est un autre sujet. Non, mais ce que disait Charles Pasqua, il faut les tenir aussi. Et Pasqua n'était pas une sorte de gauchiste, mais juste, il y a une dignité. C'est un métier honorable. Donc, ils sont mis à plusieurs sur un homme désarmé, alors qu'eux étaient armés, en le prenant par surprise. Déjà, et en plus par derrière, des fois qu'il n'y ait pas trop de risques. Vous comprenez parfois, on dit souvent les heures les plus sombres de notre histoire, vous comprenez que certains mecs de la police française n'ont pas eu besoin de se forcer à certaines époques. Alors, il y en a beaucoup de très bien, mais il y en a quelques-uns de franchement limite. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu comme sanction ? Dans un état normal, le type aurait été viré, son nom aurait fait la une, il aurait été renvoyé, il aurait été radié, évidemment, avec privation des droits à la retraite, il aurait été emprisonné. Il ne s'est absolument rien passé. Quand vous voyez que même la violence physique est tolérée, mais pourquoi est-ce qu'on s'attaquerait aux affaires crapuleuses ? Visiblement, les procureurs laissent tout passer. Il y a un cas, j'ai la chance de le connaître, parce que c'est arrivé à un de mes amis, il y a un opposant politique qui a été attaqué au couteau. Le bonhomme est attaqué au couteau, on lui a pris ses affaires, son téléphone et tout, par menace de mort. Bon, qu'est-ce que le procureur va faire ? Rien. Je dis, il y a un moment, moi je me rappelle toujours ces gens absolument surréalistes, une attaque à main armée, c'est un crime quand même. Pour vous ouvrez le code et tout, vous êtes procureur. Il y a un petit paragraphe dessus, non ? Oui, il y a un petit paragraphe, exactement. Tout ce qui est criminel, on a essayé de mettre un peu des définitions, le viol, le trafic d'armes, on a essayé de mettre des... Voilà. Et là, réponse, non mais ça c'est pas une attaque à main armée, c'était avec une arme blanche. Pardon, arme blanche, je suis même pas... Enfin, je clique. Vous voyez que ce genre de choses passe. Même, et que c'est un opposant, donc on s'en fout, on va enterrer le problème. Dès lors que même la violence ne donne pas lieu à des sanctions,
et je ne dis pas qu'il faut piquer dans la caisse, mais je trouve qu'il faut commencer par s'attaquer à on ne va pas se taper dessus pour régler des conflits politiques. Ça me paraît être une sorte de base. Mais vous voyez que même la violence physique, brutale, est tolérée. En vrai, elle est tolérée. Mais les affaires crapuleuses vont passer encore plus. Fondamentalement, je pense qu'on est tous d'accord que piquer dans la caisse, c'est grave, mais c'est encore moins grave que d'ouvrir la tête d'un opposant politique. Dès lors que vous avez le droit d'ouvrir le crâne d'un bonhomme parce qu'il ne partage pas vos opinions politiques, mais pourquoi vous voudriez vous intéresser aux affaires de corruption? Vous allez en Sicile, il y a des mecs qui piquent dans la caisse, mais le plus grave, c'est qui tabasse. Et si vous tolérez qui tabasse, il ne faut pas vous étonner qu'ils piquent dans la caisse. Alors, ce sujet est intéressant. Je voudrais qu'on parle maintenant, c'est votre champ de spécialité, c'est Emmanuel Macron et la liberté publique. Emmanuel Macron et la démocratie. Alors, est-ce que ça, c'est une petite rengaine? Mais là, aujourd'hui, ça commence à sentir le roussi. Enfin, on le voit venir, ça fait un petit moment. Mais là, quand les drones, dans les manifestations, à voir, hein, c'est pas depuis hier matin qu'il y a les drones, hein, on les avait déjà vus dans les réformes des retraites 2019, on les avait vus. Maintenant, c'est l'activation à distance des téléphones et des ordinateurs. On nous dit que c'est dans le cas, effectivement, d'enquête terroriste, mais j'ai quand même l'impression, et vous allez nous le dire, que bon, peut-être qu'on avait déjà activé les téléphones à distance, peu importe. Et puis, bon, toute cette armada constitutionnelle d'article 40, de 47.1, de 49.3, même le Conseil de l'Europe, je suis sûr que vous ne l'avez pas loupé, donc même le Conseil de l'Europe s'étonne, finalement, de cette séparation des pouvoirs. Mais là, est-ce que la Macronie est en roue libre pour, à un moment donné, détruire à coups de serpette, à coups de hache, même nos libertés publiques, individuelles et collectives? Alors, je vais faire une distinction entre l'aspect démocratie et l'aspect liberté publique. Puisqu'on peut d'ailleurs avoir des sociétés où les libertés publiques sont largement respectées sans être des démocraties. Un exemple, Venise, au XVe siècle, les libertés publiques sont respectées, mais ce n'est pas une démocratie. Et vous pouvez avoir des sociétés qui sont démocratiques où il n'y a pas de liberté publique, pas beaucoup. Ce qui me fait très peur au sujet de la destruction des libertés publiques est que je crains que ce soit beaucoup plus profond que Macron. Évidemment, toutes les règles que vous avez citées, on aurait pu ajouter la circulaire Darmanin, interdiction préalable des manifestations, enfin, ce qui est quand même absolument délirant. Le Conseil d'État avait jugé en 1933 que toc-toc, à juste titre d'ailleurs. Oui, parce qu'on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Paris, je l'ai oublié de le dire, et surtout que vous connaissez les couloirs du Conseil d'État. J'ai eu l'occasion de la machine à café, les couloirs, les salles d'audience, tout ça, vous connaissez un peu. C'est vrai. Vous pourriez faire guide, Philippe, à force au Conseil d'État. Hein. Je dis souvent que les décisions sont bonnes ou moins bonnes. Par contre, c'est l'ancien palais du cardinal-duc de Richelieu. C'est absolument extraordinaire. Ça vaut la peine d'y aller pour le côté journée du patrimoine. J'ai dit une fois à un de mes clients, bon, moi, je vous fais le recours gratuitement, parce que comme ça, on va être dans la salle du contentieux. C'est splendide, c'est sympa. Ça fait plaisir de revenir. C'est un copain aussi, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment superbe. En l'occurrence, l'aspect disparition des libertés publiques, je crains que ce soit beaucoup plus profond que Macron, parce que ça fait un moment que ça existe. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des tendances à ça sous Hollande. Il y a eu beaucoup un long état d'urgence, qui d'ailleurs n'a pas réglé grand-chose. Hein. On a eu un long état d'urgence, un problème terroriste, il faudrait peut-être essayer de bloquer l'immigration. Enfin, c'est comme ça le problème à la base, ça me paraît évident. Enfin bon. Sarkozy, on l'a vu. On a vu des choses comme on va maintenir les gens en prison après qu'ils ont purgé leur peine. Je ne suis vraiment pas un gauchiste, je ne suis vraiment pas ultra-laxiste, mais on ne va pas mettre des gens en prison sans les avoir jugés pour une infraction qu'ils ont commise avant. Sinon, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on rend la justice sous un baobab, on arrête de faire du droit, on ferme la boutique. Mais moi, je vais faire autre chose, je vais élever des chèvres. Toute cette évolution liberticide est beaucoup plus ancienne que Macron. Simplement, elle atteint son paroxysme maintenant. Enfin, paroxysme, je crains que ça s'aggrave à l'avenir. On l'a vu dans la crise Covid, par exemple. Et où ce n'était pas seulement une idée de Macron. Vous vous souvenez peut-être ce propos de quelqu'un qui n'est pas soupçonnable de macronisme, je crois, qui était Jean-Luc Mélenchon, disant moi, les non-injectés, je vais aller les chercher. J'irai vous chercher. Vous voyez, Fabien Roussel, je ne suis pas du tout fan de Fabien Roussel, qui disait qu'il fallait faire des fichiers, quand c'est Stalinien qui revient, pour les non-vaccinés, ou lui ou un autre responsable du Parti communiste, et que tout ça était normal et qu'on allait forcer les gens à se faire injecter, qu'on allait pour les priver de bénéfices sociaux. Tous ces gens-là ne sont pas macronistes. Alors, il vote Macron au deuxième tour et tout, mais objectivement, on ne peut pas dire de Jean-Luc Mélenchon qu'il est macroniste. L'évolution vers l'aspect liberticide, c'est quelque chose qui se manifeste avec Macron, bien sûr, parce qu'il a cette culture d'arrogance, le mélange d'arrogance et d'incompétence de la fonction publique dirigeante française. Hein. Ces gens sont extrêmement sûrs d'eux, extrêmement nuls aussi. Mais
ce n'est pas seulement un problème de Macron parce que tous les autres partagent ses opinions. On parle du Conseil constitutionnel. Tous ces gens-là ne sont pas forcément macronistes. Alors, ils sont tous nuls en droit, ça c'est quasiment tous, ils ont tous ça en commun, c'est vrai. Ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise, enfin, il y a un vrai problème de compétences, là, c'est vrai. Oui, il y a quelques membres, ça pose question quand on regarde leur CV. Mais tous. Non mais tous. Alors, non mais tous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été récemment, j'ai eu beaucoup de chance à une conférence organisée par un avocat au Conseil, c'était il y a 2 jours d'ailleurs, au sujet de quelques jours au sujet de la Cour suprême des États-Unis. Pareil, de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Et il y a des juges avec des opinions très différentes, mais le niveau intellectuel et le niveau de compétences juridiques des membres de la Cour suprême des États-Unis est sans commune mesure avec nous. Je veux dire, nous avons des clowns. Et d'ailleurs, les juges de la Cour suprême des États-Unis lui répétaient ça, même qu'ils soient gauchistes, libéraux, progressistes ou conservateurs, fidèles à la Constitution, ont en commun l'opinion que le Conseil constitutionnel français est une farce. C'est-à-dire, ça les fait rigoler. Et ce n'est pas une question d'opinion politique. Il y a des gens qui sont très libéraux, très pour tous, pour avortement et tout. Il y a récemment un arrêt sur que l'avortement était ou non permis par la Constitution, rendu obligatoire par la Constitution des États-Unis, et ainsi de suite. Tous ces gens-là ont des opinions politiques très variées, mais ils considèrent que notre Conseil constitutionnel est une farce. Et ils ont raison. C'est une clownerie. On va devant eux, le niveau intellectuel, c'est très décevant. Ils sont tous nuls en droit et en plus, ils ne sont pas intelligents. Donc, c'est quand même pas terrible. Puis on verra certains qui sont gâteux aussi, c'est un autre sujet. Non, mais ça joue. Les juges américains, vous avez un type qui est à la Cour suprême, il voit qu'il n'a plus le niveau, il arrête de juger. Là, vous avez des gens qui sont gâteux. Mais ce n'est pas seulement un problème de gâtisme et d'incompétence. C'est, je le crains, quelque chose de beaucoup plus grave. Ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'aux yeux des membres du Conseil constitutionnel et aux yeux des membres du Conseil d'État, la destruction des libertés publiques, ce n'est pas un problème. Ça ne les gêne pas. Vous le pensez ça vraiment, ne les choque pas. Pas du tout. Ouais. Vous pensez vraiment que eux, concrètement, au contraire, pourquoi pas quoi. Mais oui, mais ce sont des gens pour lesquels c'est très intéressant. Quand vous leur parlez du texte, vous leur parlez d'un texte constitutionnel, et vous leur dites, en fait, il y a un texte et les mots ont un sens. Mais ils vous prennent pour un débile. Vous leur dites, là, on a écrit ça. Donc les mots ont un sens. C'est ce qu'on a écrit. Et les bons hommes qui ont écrit le texte voulaient dire ça. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a des mots qui ont un vrai sens. On sait par qui ça a été écrit. On sait que Lafayette a travaillé avec Jefferson dessus. Il est ensuite président des États-Unis, c'est un des pères fondateurs des États-Unis. On aime ou on n'aime pas, mais on sait que les mots ont un sens. En plus, les bons hommes à l'époque écrivaient beaucoup. Par chance, on a conservé leur correspondance, ce qui est très bien. Donc on voit le texte, on voit ce que les gens voulaient dire. Visiblement, l'idée qu'il faille absolument respecter un texte, ça ne les intéresse pas. Et le Conseil d'État français, par exemple, qui peut être très bon dans des domaines techniques, c'est-à-dire que par exemple, sauf dans les affaires politiques, mais la régularité d'un marché public, une analyse de permis de construire, une motivation de décision. Là, ils peuvent être très très bons du point de vue technique au Conseil d'État, ça a vraiment une énorme différence avec le Conseil constitutionnel, par exemple. Eux, ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est bien. Par contre, quand vous leur parlez de liberté publique, ça ne les intéresse pas. On a eu des cas lors de la crise Covid, c'était très intéressant, où je leur dis, là, on nous dit que les injections empêchent la contamination. Ce que nous dit le gouvernement. Très bien. Vous nous avez dit, vous, Conseil d'État, et alors dans des arrêts, mais tant et plus, que lorsqu'on disait quelque chose, il fallait le prouver. Ce qui paraît d'ailleurs être du bon sens. Vous arrivez devant un juge, et même quand vous êtes le procureur, vous dites ce monsieur est coupable, le président se dit, moi je veux bien l'envoyer en prison, mais est-ce que vous pourriez me... Est-ce qu'il y a des éléments, des aveux, des pièces, développer un peu. Développer un petit peu, quoi. Voilà. Et là, réponse, on nous dit, oui, en théorie, l'administration a dit que. Ah, mais donc si l'administration a dit que, c'est vrai. Et pour l'histoire de la transmission, on a eu ces arrêts du Conseil d'État qui sont quand même hallucinants, où on sait, parce qu'ils l'ont dit, que le principe était, c'est vrai, c'était un arrêt Fabrice, c'est que on pouvait, c'était une des conditions, mais c'est pas la seule, mais c'est une des conditions, c'est on peut imposer les injections obligatoires si elles empêchent la transmission. D'accord ? Bonjour, monsieur du gouvernement, pourriez-vous nous montrer des pièces ? Et vraiment, donnez-nous les pièces. Je leur ai dit, si vous voulez, vous donnez même les documents 2 jours avant l'audience, vous nous envoyez 50 000 pages même avant l'audience, ok, mais au moins qu'on ait que j'ai l'impression que vous essayez de démontrer quelque chose. Le Conseil d'État, ça les a pas choqués. Ça les a absolument pas choqués. Ça ne les gêne pas. Beaucoup de décisions qui sont prises par le Conseil constitutionnel, comment ça se passe en réalité ? Comme les bons hommes, 1, n'y connaissent rien, 2, sont souvent gâteux. En fait, parmi toutes les QPC, il y en a énormément. Le traitement est largement fait par le Conseil d'État. C'est-à-dire que la réalité, c'est que vous avez, pour vous donner une idée, aux États-Unis, vous avez, avec une organisation énorme à la Cour suprême, ils traitent à peu près 70 affaires par an.
Alors que c'est énorme, vous voyez, ils ont la Cour suprême, c'est 600 bonshommes avec des juristes d'exception, ils prennent comme stagiaires des gens. Enfin, vous avez été stagiaire à la Cour suprême des États-Unis. En fait, si vous avez le niveau d'être senior dans un cabinet, enfin, c'est vraiment extraordinairement exigeant. Avec tout ça, ils arrivent à traiter 70 affaires. Le Conseil constitutionnel en traite à peu près 10 fois plus. Et avec des bonshommes qui ne sont pas du tout dans le même état et qui en plus n'y connaissent rien. Donc en fait, qui fait le travail, c'est le Conseil d'État. Et beaucoup de choses que le Conseil d'État a laissé passer, qui ne choquent pas le Conseil d'État, notamment des projets de surveillance, mais c'est parce qu'en fait, ça ne les gêne pas. L'atteinte aux libertés publiques, ça ne les gêne pas. Et là où je disais que j'étais extrêmement inquiet, c'est que malheureusement, je crains que cette pulsion liberticide ne soit pas seulement le fait de la haute administration, mais soit partagée par une grosse partie de la population. Une de mes amies qui était doyen à la Cour de cassation me disait avec beaucoup d'humour, Philippe, n'oubliez pas que nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme, pas de leur mise en œuvre. Ah oui. Mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, nous avons fait la Déclaration des droits de l'homme, et puis 2 ans après, on a fait la terreur. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que on a, et la terreur, c'est 40 fois la Saint-Barthélemy. Donc, on a un niveau de barbarie et de sauvagerie. Mais on continue à déclarer des trucs. Et aujourd'hui, nous avons des pulsions liberticides, des lois liberticides de plus en plus nombreuses qui, et je regrette de le dire, mais ne choquent pas particulièrement la population. Nous n'avons pas la culture, par exemple, du Royaume-Uni, qui valorise beaucoup le respect de la liberté, même le respect de la liberté d'expression. Il y a des freins dans la culture britannique. Il y a certains freins, pas énormément, mais il y a certains freins dans la culture américaine. Normal, ils ont quand même beaucoup d'histoires en commun. Mais en France, en réalité, il n'y a pas beaucoup de freins à ça. Une bonne partie de la population vous dira « Non, mais on pense que c'est efficace. Ça va permettre d'appréhender machin, ça permet d'appréhender ceci ou cela. » Parce que c'est vendu comme ça, Philippe, vous le savez. Notamment je reviens sur mon histoire d'activation des téléphones et des ordi. Là. Chaque fois, on nous fait la même chose. Mais c'est plus pratique. Les modalités on sera plus efficaces dans le traitement des dossiers pour prévenir les attentats, pour prévenir les délits. Mais finalement, est-ce que... Et une autre question, c'est que vous pensez, vous, que les gens trouvent ça plus pratique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande partie de la population qui s'en fout, littéralement, et qui n'a même pas connaissance qu'à un moment donné, des lois comme ça, extrêmement liberticides, sont prises dans leur dos. Vous avez entièrement raison. Une bonne partie de la population n'est pas au courant de ça, ni au courant de beaucoup d'autres choses. Les Athéniens pensaient que pour avoir une démocratie, il fallait que un jour sur 2, en moyenne, les citoyens soient présents pendant plusieurs heures à l'Assemblée pour écouter les discours. Et que c'est comme ça qu'on pouvait exercer son activité de citoyen. Au fond, c'est pas faux. Si vous êtes absent parce que vous avez beaucoup d'autres activités, en réalité, vous ne pouvez pas participer vraiment à la politique et on vit forcément dans une démocratie imparfaite parce qu'il faut du temps libre pour arriver à faire fonctionner une démocratie. Donc on est forcément dans un système de démocratie imparfaite dès lors que les gens n'ont pas le temps de s'informer. C'est même pas seulement une question de pouvoir, c'est une question d'information. Donc vous avez entièrement raison. Il y a un vrai problème. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, et là je pense qu'il y a une division dans notre population assez forte. Néanmoins, il y a quand même une partie significative des gens qui savent pas tout, mais une partie des choses. L'exemple des injections Covid, par exemple, là, tout le monde était quand même à peu près au courant. Oui, là, oui. Mais une partie assez importante de la population est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'une caste nous imposerait et que nous rejetterions. C'est qu'une partie assez importante de la population est d'accord. Vous avez eu un exemple en France en 1792, je crois, ou 93, qui était la loi des suspects. Enfin, X, on l'a désigné comme suspect, à lui de prouver qu'il est innocent, sinon squeak. C'est à peu près ça, la loi des suspects. Une partie significative de la population trouvait ça normal. L'idée de violer les libertés publiques, malheureusement, ne choque pas une partie importante de la population. Je ne dis pas forcément la majorité. Là-dessus, je ne sais pas si cette opinion est majoritaire ou minoritaire. C'est une vraie interrogation de ma part. Je ne connais pas la réponse. Mais une partie importante des gens disent « c'est pas important ». On leur dit « mais attendez, machin va être traité comme un sous-citoyen, c'est quand même un problème. Machin va être arrêté sans jugement, c'est un problème ». Il y a une histoire qui m'avait frappé. J'avais eu l'occasion de discuter avec un avocat britannique. Et je lui parlais du fait qu'en France, nous avions des détentions provisoires de plusieurs années. Et j'ai lui raconté un cas, c'était une Basque, je crois, qui était soupçonnée d'avoir travaillé avec le TA, qui avait été mise en détention provisoire pendant, je crois, 8 ans ou quelque chose comme ça.
C'est plus que provisoire, là, après. Hein. Exactement. Là, le 8 ans, on est quand même sur quelque chose d'un peu sympa. Exactement. Et on se dit, et je lui avais dit, elle a été mise en détention pendant 8 ans, provisoire. Et il me dit, mais elle avait été jugée avant ça. Je fais, ah non, en fait, non. Le principe, c'est qu'on la met en prison. Et qu'on attend. L'histoire d'Outreau. L'histoire d'Outreau, on a eu des gens qui ont été mis en prison provisoire pendant 2 ans. Vous imaginez la rupture que c'est dans une vie. J'ai été en prison provisoire pendant 2 ans. Vous allez voir un employeur, vous lui racontez ça. Vous expliquez ça à votre femme, votre compagne. Et là, tu sais, on s'était rencontrés, on avait pris des verres et tout, machin, je reviens. J'étais où? J'étais en prison pendant 2 ans, t'es toujours hétérosexuel. De façon provisoire. Mais en fait, on entend des gens, et y compris des gens dont je partage une partie des opinions politiques, mais pas seulement. Il faut dire, d'abord, on va le mettre en prison, et puis on verra le temps de l'enquête. C'est révélateur de quelque chose d'assez profond dans notre pays, et je dis ça, j'adore la France, mais pour moi c'est comme une relation amoureuse, vous pouvez voir les défauts mais vous restez amoureux. Mais fondamentalement on a un pays de sauvages, et quand vous racontez à des Britanniques ou à des Américains que vous mettez des gens en prison pendant 2 ans avant de les juger, et que la population non seulement trouve ça normal, mais dans une bonne mesure réclame qu'on le fasse. C'est effrayant. Les gens vous regardent, ils disent c'est spécial ton pays quand même. Hein. Et par c'est spécial, ils veulent dire vous êtes des gros arriérés, mais bon, comme ils sont britanniques, ils se retiennent, la formulation est plus. Voilà. Les Américains sont plus directs, sont plus cash. Mais on a ça. Moi, je suis surpris, et je le regrette, d'avoir un bon nombre de gens qui disent parfois on a eu une rixe en banlieue et tout. Je suis premier à considérer qu'il faut sanctionner durement les voyous, donc des gens qu'on a vu qu'ils étaient coupables, on les met, je vous disais, Medji Belgarab, on a dit il faut le mettre en prison pendant des années, il ne doit pas sortir. Mais on pourrait peut-être poser des questions avant et condamner et tirer ensuite. Ça me paraît quelque chose de pas fou. Puis, si on était vraiment un pays civilisé, on augmenterait les moyens pour la justice pour qu'on n'ait pas le nombre de juges par habitant de l'Azerbaïdjan. Je l'ai appris récemment, c'est un vrai chiffre. Nous avons le nombre de juges par habitant de l'Azerbaïdjan. Je pense que rien que cette statistique vous donne une idée de où est l'état de droit en France. Moi, je donnais souvent l'exemple de, on était à, je crois, 3 ou 5 fois moins de juges que la Pologne ou la Hongrie. Déjà, je trouve que ça fait un peu moche. Enfin, j'ai rien contre nos amis polonais. Mais enfin, on ne peut pas censé être 3 fois en dessous des Polonais en matière d'état de droit. En fait, si, bien sûr. Mais je me dis, on était encore comparable. On était en bas de première division, mais on était encore en première division. On jouait le maintien. Exactement, on jouait le maintien. Exactement. C'était tendu la 3e journée avant la fin, mais finalement, on s'en sortait toujours. Exactement. Là, vous vous dites, si on est au niveau de l'Azerbaïdjan, c'est qu'en fait, on est passé en mode amateur. On est dans une autre catégorie. Là, c'est la justice du dimanche. C'est la justice du dimanche. C'est très... Et vous voyez... Donc, alors en partie par pinguerie, mais des histoires comme la détention provisoire, par exemple, ça ne choque pas. Vous avez l'histoire Sarkozy où on avait dit on va garder des gens en prison après les avoir jugés. Mais si on considère qu'il faut les mettre en prison, et moi je suis tout à fait d'accord que vous avez un viol pour enfant, vous passez 30 ans en prison. On a vu une histoire récemment, je crois que c'était La Dépêche, qui racontait que quelqu'un avait violé une fille de 3 ans, puis il avait eu 24 mois avec sursis. La sanction de départ est complètement délirante, elle devrait être beaucoup plus élevée. Par contre, ça devrait être, il a un vrai procès, on le juge, on le met sévèrement en prison, et après il sort, mais on ne le maintient pas en prison. Les atteintes aux libertés que vous citez, mais une bonne partie de la population, je le crains, je ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais trouve ça normal. Vous avez des gens qui vont vous dire, bah oui, c'est normal qu'on puisse espionner les téléphones portables. Vous avez beaucoup de gens qui pensent ça. Mais ça je voulais réagir là-dessus, Philippe, vous avez raison, parce que même pendant le Covid ou lors de ces atteintes à la liberté individuelle, vous avez des gens qui vous disent souvent, et j'imagine que vous l'avez entendu, oui, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème. C'est souvent l'argument massu qui arrive. Si vous n'avez rien à vous reprocher, ça ne dérange pas d'écouter son téléphone, ça ne dérange pas d'avoir son ordinateur qui active à distance. Donc effectivement, il y a une certaine forme de bêtise au consentement. Vous avez tout à fait raison que c'est parfaitement stupide. Et d'ailleurs, votre exemple est parfait parce que c'est vérifiable. Je me suis retrouvé une fois dans un aréopage où j'avais eu ce débat. J'avais dit il n'est pas normal de forcer les gens. Alors c'était même pas tout à fait ça. C'était à donner les codes secrets, de vous révéler les conversations cryptées. Et les gens, une bonne partie de la population me dit si, on est d'accord, c'est normal, si on n'a rien à se reprocher, on est d'accord. J'avais dit très bien, je vous tends une feuille, j'ai sorti un stylo, je lui ai dit il y a vos noms là-dessus, parce que c'est la feuille de présence, je vous propose de tous mettre les codes de vos téléphones et de me les donner. Personne n'a rien donné. Alors, vous allez me dire, j'étais peut-être devant un panel de sagouins, mais en fait, la réalité, c'est qu'on a tous... je suis en train de défoncer une porte ouverte en vrai. Mais on a tous des choses qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Parfois, il y a des choses pénalement répréhensibles, mais on a tous des choses qui ne sont pas pénalement répréhensibles qu'on n'a pas envie de dire. Mais ça s'appelle l'intimité. Exactement. Mais sous la forme du totalitarisme, l'intimité est forcément répréhensible, sous un régime totalitaire. Oui. L'intimité, et
il y a de grandes chances que ça soit pénalement répréhensible, on est d'accord. Hein. Alors oui. C'était les commissaires politiques sous Staline. Vous savez, les concierges étaient les commissaires politiques qui dénonçaient les gens. Vous avez entièrement raison. Il y a quelque chose qui va plus loin. C'est une infraction qu'on voit assez souvent passer en matière pénale, qui est le chantage. C'est-à-dire que le chantage, c'est pas seulement révéler quelque chose qui peut donner lieu à une sanction. Ça peut être, effectivement, vous faites ça, vous avez commis un abus de biens sociaux, vous allez en prison. Mais ça peut être des faits, des révélations qui ne vous mèneront pas en prison parce que les faits sont prescrits ou parce que ce n'est pas pénalement répréhensible. Enfin, vous n'avez pas envie qu'on le sache. Les gens cachent des choses, les gens ont une part d'intimité. Tout cela, en réalité, serait utilisé pour pratiquer le chantage. Vous pouvez, en réalité, faire chanter plein de gens avec plein de choses sur tout le monde. J'ai eu la chance, et je dois énormément à ceux qui m'ont formé, de faire des revues de documents. Regarder les documents, c'était dans des affaires... notamment de cartels, d'infractions de concurrence. Et en fait, on regardait tous les mails des gens. Parce qu'on devait regarder ça, parce qu'on voulait essayer de trouver des preuves en notre défense ou pour savoir ce qui allait nous tomber sur la figure. Bon, on faisait ce travail-là, mais nous étions avocats, donc astreints au secret professionnel, c'est ça qui fait qu'on nous pouvions le faire. Mais vous vous apercevez que vous pouvez regarder la vie de quelqu'un qui parfois n'avait pas du tout participé au cartel, ou parfois il n'y avait pas de cartel du tout. Mais par contre, quand vous regardez tous ces mails, vous vous apercevez de plein de choses. Moi, j'avais eu un cas, c'était pas le seul qu'on m'avait raconté, j'avais vécu, qui était un cartel entre des palaces, et on s'était aperçu qu'il y a deux personnes d'entreprises concurrentes, de palaces concurrents à Paris, c'était une quinzaine d'années, ils s'étaient dit, comment est-ce qu'on pourrait encore gagner encore plus d'argent? Une question, vous gagnez déjà pas mal, non, on pourrait gagner encore plus, c'est vrai. Et donc ils s'étaient mis d'accord sur les prix, c'était réparti de choses, ce qui est une infraction. Mais on s'était aperçu qu'il y avait deux personnes qui se réunissaient souvent dans une chambre d'hôtel, et le premier réflexe de la personne qui était tombée de ça, de dire, ah bah oui, sont deux dirigeants, deux participants dirigeants dans deux palaces différents, ils sont donc en train de discuter prix et tout. Et c'est donc on appelle en matière de concurrence, on appelle ça une relation horizontale. Et intéressant, exactement. C'est intéressant, Philippe Préjean. J'en frétille sur ma chaise. Exactement. Et là, des personnes qui avaient été entretenues, on lui avait dit, mais attendez, vous rencontrez machin, vous avez dit oui, on est en relation, mais c'est pas ce type de relation-là. Parce que voilà, et en fait, c'était juste sa maîtresse, ils étaient tous les deux mariés ou équivalents. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il y a eu une discussion, apparemment, c'était avant que je commence ce métier, pour dire à l'autorité de la concurrence, s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, ne mettez pas cet élément-là dans la décision publique, parce que sinon les gens vont savoir ce qui s'est passé, ils ont tous les deux mariés, ils ont tous une famille. L'adultère aujourd'hui n'envoie personne en prison. J'ai jamais vu quelqu'un être cloué au pilori pour adultère. Pour autant, on imagine très bien le moyen de chantage que ça peut être. L'idée que vous citiez tout à l'heure, François Hollande, avec Julie Gaillet. Bon, François Hollande n'est pas ma tasse de thé. Néanmoins, moi, je me dis très bien que si ce genre de choses se sait, en réalité, ça peut être employé pour du chantage. Et on sait très bien que si on espionne les gens, on trouvera des choses qui ne sont pas pénalement répréhensibles. Je pense que personne dans ce pays, heureusement, n'a eu l'idée de, comme il allait en scooter voir sa maîtresse, il faut le mettre en prison. Enfin, je veux dire, je pense que personne ne raisonne comme ça. Heureusement qu'on n'en est pas là. Heureusement qu'on n'en est pas là. Par contre, mais ça montre véritablement le danger, le chantage est réel. Vous pouvez faire chanter les gens, vous pouvez apprendre plein de choses sur leur vie. Vous pouvez apprendre des choses que les gens n'ont pas envie de savoir. Vous avez un certain nombre de revenus dont vous ne voulez pas que les gens les connaissent. Moi, j'ai un ami qui est particulièrement aisé, dans une relation avec une femme qui est moins riche. Et il se dit, j'aimerais qu'elle accepte qu'on se marie avant qu'elle sache à quel point je suis riche, parce que je veux savoir si elle m'aime ou pas. Enfin, des choses personnelles, mais en fait qui ont d'une vraie importance pour lui. On peut dire c'est un méga problème de riche dans son cas, mais enfin on peut comprendre que ça a une importance pour lui. Les gens ont toujours un jardin secret qui n'est pas forcément, ne va pas forcément être sanctionné, mais si c'est mis dans les mains de l'administration, elle va s'en servir. Et alors ce que vous disiez, à la base, comme en plus on sait que l'administration peut avoir une certaine propension, les membres de l'administration, à vous faire chanter, à vous mentir, à vous manipuler, en réalité, ils vont s'en servir pour espionner tout le monde. Un exemple sur les écoutes, c'est marrant qu'on ne s'en souvienne pas, il y a un côté disparition de la mémoire. Il y a une trentaine d'années, il y avait des écoutes effectuées par François Mitterrand. Normalement, les écoutes, c'était encadré, antiterroriste, blablabla. Et on s'apercevait que, je crois que il écoutait plein de monde. Mon père, qui n'avait aucun rapport avec une fois, j'ai une maison d'édition, il n'y avait aucune raison d'espionner mon père. Ça n'avait absolument aucun sens, même d'influence ou quoi que ce soit. Mon père, qui était un respectable éditeur de sciences humaines, avait été mis sur écoute. Ah oui, mais il y avait des garanties, machin et tout. Pas du tout.
On s'apercevait que Carole Bouquet, qui apparemment faisait l'amour au téléphone, avait été écoutée. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans, enfin, il n'y a rien de pénalement répréhensible là-dedans. Carole Bouquet fait ce qu'elle veut au téléphone avec qui elle veut, mais elle n'a peut-être pas envie que tout le monde le sache. Des gens. Exactement. Des gens. Et j'ai quand même l'impression là qu'il y a cette dérive et que finalement on justifie ou on légalise quelque chose qui se pratiquait peut-être déjà. Bon, on le faisait, mais maintenant bon, c'est marqué dans le texte, là, bon, c'est réglé, maintenant c'est réglé, hop, on envoie ça et c'est légal. C'est très vraisemblable. L'administration française n'a pas, de toute façon, la culture de l'état de droit, de base. Et en règle générale, les agents de la force publique ont d'autres qualités, mais ils n'ont pas trop la culture de l'état de droit. Je dis ça, j'aime bien les policiers, bien les gendarmes, ils sont très sympathiques, mais quand vous leur dites, en fait, il y a une loi qui vous interdit de faire ça, non. Le policier est devenu policier en regardant des commissaires Navarro, Belmondo, Delon, tous les... C'est pas le bonhomme qui va s'embêter. Derrick, peut-être, la seule série en 2 couleurs BGR. Exactement. Mais Derrick a la singularité, d'ailleurs, par rapport aux Français, de respecter la procédure. Effectivement. Il faut rediffuser Derrick, les amis, vraiment massivement. Mais c'est atrocement ennuyeux, un épisode de l'inspecteur. Enfin, pardon, mais peut-être des gens qui sont fascinés. On s'ennuie beaucoup. Par contre, vous regardez un film de Belmondo, c'est au moins il se passe quelque chose. Je vais regarder récemment Peur sur la ville, ça fait un peu rêver. Mais Peur sur la ville, vous sentez que le respect du code de procédure pénale, vous n'allez pas faire vous rêver des gens, ils ne vont pas s'engager dans la police en lisant un code de procédure pénale. D'ailleurs, moi j'ai eu le code de procédure pénale, j'ai voulu devenir avocat, pas policier. C'est intéressant, mais bon, c'est pas exaltant non plus. Et là-dessus, comme les policiers ont la culture de recherche de l'information, ils vont le faire. Et comme un certain nombre de bonshommes qui sont dans l'administration, qui ne sont même pas vraiment policiers, mais qui peuvent donner des ordres, vont vouloir utiliser ça. Vous avez eu un cas très intéressant sur la législation d'écouter le terrorisme. C'est sur le fondement de les influences étrangères, c'est sur le fondement de cette loi aux États-Unis que Donald Trump avait été écouté. Alors Donald Trump, maintenant tout le monde le sait, maintenant il s'est trouvé un autre truc de comment déclassifier. Ouais, Donald Trump est un agent de Vladimir Poutine. C'est un moment, il faut se calmer avec le conspirationnisme. Il faut vraiment se détendre, se calmer, reprendre des idées normales. C'est une sorte de délire complotiste qui a beaucoup pris d'ailleurs, même encore plus dans la caste dirigeante française que dans la caste dirigeante américaine. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient Donald Trump est un agent du KGB. J'étais non mais faut arrêter l'alcool, hein, vraiment. Mais vraiment, je sais que tu bosses beaucoup, mais il faut se désintoxiquer, faut faire autre chose, prendre du café par exemple, faire quelque chose de moins addictif, moins une balade en forêt le week-end par exemple, une petite balade en forêt pour se détendre, sans téléphone. Exactement. Mais vous vous dites, c'est sur le fondement de ça, qui est quand même une théorie. Les gens auraient dû éclater de rire. Et vous êtes normal, faut se calmer. T'es pas dans The White House. Enfin, calme-toi, arrête. C'est ridicule. C'est sur le fondement de cette théorie que Donald Trump et les membres de son équipe ont été écoutés. Et on est arrivé à la situation où le chef, parce que c'était devenu chef de la principale force d'opposition, républicain-démocrate aux États-Unis, était écouté sur le fondement d'une théorie quand même dingue, ça fait rigoler tout le monde. Et en fait, à quoi c'est utilisé ? C'est utilisé pour pouvoir se renseigner sur un adversaire. Et évidemment, il est très intéressant dans une campagne. J'ai eu l'occasion de participer parfois à des campagnes. Savoir ce que fait l'adversaire, évidemment, c'est extrêmement utile. Dans tous les QG de campagne, ils aimeraient bien savoir ce que font les copains et ce que pensent les copains en amont. C'est normal. Mais là-dessus, vous vous apercevez que, soi-disant avec des garde-fous, on peut. Et quand vous voyez ce que sont les garde-fous, vous avez des audiences, par exemple, au Conseil d'État, justement, où on vous parle des garde-fous quand ça remonte là-bas. Et c'est, non, mais j'ai produit, par exemple, pour justifier quelque chose, une note blanche. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit sur un papier, sans donner aucun des documents qui justifient ce que je dis, pourquoi j'ai raison. Ah ben, si tu as écrit sur un papier que tu avais raison, franchement... Vous voyez, moi, je me présenterais devant un tribunal pour vous, et je dirais, je donne aucune pièce, mais j'explique quand même qu'on a raison et que je ne peux pas dire pourquoi. C'est une blague, ça ne va pas passer. Et bien, vous êtes le gouvernement français, ça passe. Et vous êtes aux États-Unis, il y a une cour qui s'appelle FISA pour ça. Ça a été très bien décrit, notamment par Snowden, mais pas seulement. Mais en fait, ce genre de choses passe. Les écoutes, à partir du moment où elles sont autorisées, en fait, elles ont lieu maintenant. Mais il va y avoir absolument aucun contrôle par personne. Et quand vous voyez que le juge se satisfait de « Non, mais attends, tu m'as dit que tu avais raison. Non, s'il a dit qu'il avait raison, franchement, il ne va pas nous mentir. » On ne peut pas remettre en cause sa parole, ça va en doute, c'est pas possible. Exactement. Et en plus, on nous dit, mais machin, tout ça va être fait, va être supervisé, par exemple pour le terrorisme, les services secrets français. Bon, les services secrets français, je suis persuadé qu'il y a plein de gens formidables, j'en connais pas. Les services secrets français sont connus dans l'histoire, notamment pour l'affaire Dreyfus. On a vu les membres des services secrets français et le chef du service secret français mentir éhontément, produire de fausses pièces pour faire condamner un innocent et pour protéger un coupable. Ces gens ont, en connaissance de cause,
pour défendre leurs amis, leurs théories, tout ce qu'on veut, leur réputation. Les gens ont en connaissance de cause, c'est l'histoire d'Esterhazy, c'est version Esterhazy de l'affaire Dreyfus, protéger un réseau d'espionnage de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Et visiblement, ça ne les a pas choqués. Et visiblement, tous les membres de ce service secret, à l'exception remarquable évidemment du colonel Picard, mais enfin, on ne peut pas toujours compter sur un bonhomme pour être honnête, surtout que ça a failli lui coûter très cher. Tous ces membres de ce service secret, à l'exception remarquable du colonel Picard, ont trouvé ça tout à fait normal. Donc quand on me dit on peut avoir confiance dans les services secrets français, mais moi je suis désolé, j'ai absolument aucune confiance dans ces gens. Parce qu'on sait qu'ils nous mentent. On les a vus nous mentir. Vous lisez l'histoire de l'affaire Dreyfus, vous vous dites, je suis désolé, on a besoin de services secrets, bien sûr, j'ai rien contre ces gens, je suis sûr qu'il y a des gens très bien dedans, je ne connais pas ce qu'ils font, donc, mais je suis sûr qu'il y a des gens très bien, mais quand ils nous disent vous pouvez vous faire confiance, c'est mais non, on sait que vous nous mentez. Et d'ailleurs, on regarde ce qui se passe avec le CIA, le FBI aux États-Unis, on voit qu'ils mentent. On ne peut pas vous faire confiance. On sait que vous êtes malhonnête, c'est même pas une hypothèse de vous être potentiellement malhonnête, on a testé, on a vu que vous étiez malhonnête. C'est vraiment le type, je vous dis l'exemple de bonhomme qui a trompé 74 fois sa femme. Il lui dit, je suis fidèle. Écoute, au début, j'aurais pu envisager l'hypothèse, encore que la prudence conduisait à se méfier. Mais là, je sais que tu es adultère, donc je ne vais pas te faire confiance, puisque je sais que tu es malhonnête, empiriquement. Alors, dernière question, parce qu'on est déjà à près d'une heure d'interview. Est-ce qu'on peut être optimiste, Philippe, finalement ? Parce vous avez évoqué plein de sujets, vous êtes pessimiste quand même tout de même. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que l'administration, les juges, les procureurs, on a parlé de beaucoup de choses, la liberté publique, la Macronie, le fonds Marianne, le fonds Schiappa, comme vous l'appelez, finalement. Est-ce qu'il y a quand même quelques raisons, à un moment donné, d'être optimiste? Est-ce qu'une partie de la population pourrait ouvrir les yeux et essayer de changer les choses? Voilà. Alors, peut-être. Parce qu'ici, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que les évolutions des opinions publiques sont absolument imprévisibles. Savoir comment les gens vont penser, même dans 2 ans, c'est extraordinairement complexe. Et on voit parfois des évolutions extrêmement rapides qu'on n'avait pas anticipé. Je crois qu'il y avait un sondage qui était sorti en 1957 environ, où on avait demandé aux gens personnalités politiques d'avenir. Donc il y avait tous les vieux de la 5e et de la 4e République, et je crois que le général de Gaulle était à 3% ou quelque chose comme ça. Et on avait demandé aux gens, est-ce que ce bonhomme a un avenir ? Et ils étaient 3% à penser il a un avenir. Pas, il doit être président de la République. C'est juste, bon, peut-être qu'à un moment, il pourrait intervenir comme secrétaire d'État, je ne sais pas quoi, égalité homme-femme, comme Schiappa, enfin quelque chose, quoi. Bon. Et évidemment, 1 an plus tard, 13 mai 58, élection triomphale, indirecte mais triomphale quand même, victoire à l'Assemblée, tout ce qu'on veut. Les évolutions sont vraiment extraordinairement rapides. Et il est possible qu'à un moment, une majorité de la population, faut pas avoir de rêve, ça ne va pas être tout le monde, ça ne peut pas bouger, mais une majorité de la population se dise qu'elle aimerait quand même vivre dans un pays libre, qu'elle aimerait retrouver une forme d'autonomie personnelle et qu'elle va voter en conséquence. On aura le résultat en 2027, on verra comment ça va se passer, mais il est possible qu'une partie de la population souhaite vivre avec une certaine liberté. Je dois avouer que c'est malheureusement pas le scénario certain, mais c'est possible. Et là-dessus, je trouve que des émissions, par exemple, comme la vôtre, ont un rôle très important pour, par le débat, donner aux gens le goût de la liberté. Malheureusement, nous avons pris beaucoup le goût et l'habitude de la servitude. Et prendre le goût de la liberté peut vous dire « Ah bah tiens, finalement, quand je ne suis pas attaché et que je peux aller me promener, c'est peut-être plus agréable. » Je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde. Je pense qu'une partie de la population en a trop peur pour l'accepter. Mais on arrivera peut-être à une situation où la majorité de la population voudra vivre à peu près dans un pays libre et on arrivera à retrouver progressivement une certaine autonomie. C'est sûr que depuis les auto-attestations, rappelez-vous pendant le Covid, en octobre 2020, qu'on devait s'auto-attester, qu'on pouvait nous-mêmes souverainement aller au supermarché, on a été quand même passé à des caps. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Philippe Prigent, d'être venu par nos studios. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toutes d'avoir regardé cette émission. Voilà, c'était un nouveau format. Ici, on va voir si vous aimez. En tout cas, nous, on est très contents. Moi, je suis très content de vous avoir en permanence. Vous êtes 127 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à nous aider pour qu'on puisse continuer à faire ce genre d'émission. N'hésitez pas, monsieur, à suivre Philippe Prigent dans ses interventions médiatiques et sur Twitter, puisqu'il est très assertif sur Twitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. On se revoit très vite sur Putsch Live. D'ici là, allez sur putsch.media. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.